l'université de la Paris International et il est spécialisé véritablement sur docteur en droit de la finance et spécialisé en finance islamique. Et on va regarder aujourd'hui la finance islamique en Europe. Et voilà. Donc je laisse continuer. Je laisse écouter. Merci. Je vous remercie pour votre invitation. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence. On parlera cette soirée de la finance islamique en Europe, de la possibilité de son admission dans les systèmes juridiques européens, ainsi que les enjeux de sa présence et de son implémentation en Europe. Aussi, on va essayer d'insister un peu sur l'histoire de la finance islamique, après une petite présentation de la finance islamique. Et donc, on va essayer de comprendre ce système financier qui est un peu particulier. Donc, au début, qu'est-ce que la finance islamique? Donc, si on veut essayer de synthétiser une définition de la finance islamique, on trouve que c'est un système financier dont l'objet est d'offrir des services bancaires et financiers conformes aux préceptes de la charia. Et ceux qui ont insisté avec nous hier, ils peuvent bien comprendre la notion de charia, qui est donc une notion qui signifie l'ensemble des dispositions juridiques, donc en fait des dispositions pratiques, dogmatiques et spirituelles. Donc la notion de charia englobe trois grandes sciences qui sont le droit, la spiritualité et la croyance. Donc le droit c'est le fiqh, la spiritualité c'est la tazkiyah, ou elle peut avoir d'autres nomenclatures, et la croyance c'est la aqidah. Donc on les voit ici, les trois grandes parties de la charia. Et donc le fiqh, il est aussi divisé en différentes disciplines juridiques. Le droit musulman, il est divisé en différentes disciplines juridiques, dont une qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est les transactions. Donc le droit des transactions, c'est cette discipline juridique qui concerne la finance islamique, qui représente en fait le droit de la finance islamique. Donc lorsqu'on va dire finance islamique, c'est-à-dire c'est la finance qui va respecter les principes du droit musulman des transactions. Fiqh al-mu'amalat, droit musulman des transactions. Donc les principales sources de cette discipline juridique, on a bien sûr les sources du droit musulman classique, donc le Coran, la Sunna, le consensus des savants, et on a d'autres sources qu'on les nomme des sources secondaires, donc comme le qiyas, c'est-à-dire le raisonnement par analogie, et istihsan, istishab, maslaha, mursala, ce sont donc des procédés analytiques de raisonnement pour chercher la règle de droit. Donc ce sont les sources primaires ou les sources classiques du droit musulman. Mais aussi pour la finance islamique, lorsqu'on parle de finance islamique, on ne va pas revenir aux ouvrages de base rédigés depuis une dizaine de siècles ou plus pour réglementer les transactions contemporaines, sophistiquées, modernes. Donc on a déjà des sources très bien développées pour le droit musulman contemporain, spécialisé à la finance islamique, dont on a notamment les décisions des académies de droit musulman qui représentent, on peut dire, la source la plus importante et la source de référence en ce qui concerne le domaine de la finance islamique. Donc on a plusieurs académies de droit musulman, notamment deux qui sont les plus influentes et les plus présentes dans l'évolution de la finance islamique. C'est l'Académie de l'Organisation de la Conférence islamique, l'OCI, et l'Académie de la Ligue islamique mondiale. On a aussi les normes de l'AIOFI, l'Organisation de comptabilité et d'audit des institutions financières islamiques, qui va émettre des normes. Et ces normes sont actuellement applicables quasiment par toutes les banques islamiques et par toutes les institutions financières islamiques.
Et ces normes représentent, on peut dire, la source juridique la plus importante au niveau pratique, car on trouve que même certains législateurs, certaines banques centrales exigent le respect de ces normes-là par les banques et par les institutions financières islamiques. On a bien sûr d'autres sources qui vont réglementer certains aspects, notamment les aspects comptables, les aspects financiers, de l'activité bancaire islamique ou de l'activité financière, donc comme les directives de l'IFSB ou du marché financier islamique international. Aussi, on a certaines autres directives qui complètent la structure juridique réglementant la finance islamique. Et en général, chaque pays va essayer donc d'accueillir la finance islamique de manière différente, soit en adoptant directement des réglementations pour ces institutions, soit en obligeant les institutions financières islamiques de respecter les normes précitées, notamment les normes de l'AOFI, les normes juridiques de l'AOFI, ou les normes de comptabilité de l'AOFI et de l'IFSB. Donc, on va essayer donc de passer à une petite présentation qui caractérise un peu les transactions et les relations juridiques dans la finance islamique. Donc, qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui est interdit? Donc, pour savoir c'est quoi le domaine de la finance islamique, on va essayer donc de mettre 5 principes qui vont synthétiser cette discipline. On a 3 principes négatifs, donc des principes d'interdiction, et 2 principes positifs, donc des obligations. Donc on a une interdiction du riba, et le riba c'est en fait tout ce qui est un surplus dépourvu d'une contrepartie légale. Le riba c'est tout ce qui est un surplus qui est accordé à un contractant dans le contrat, mais qui est dépourvu d'une contrepartie légale. Donc cette définition de riba englobe l'intérêt bancaire, qui est connu de nos jours, ainsi que d'autres figures et d'autres situations financières. On a aussi l'interdiction de al-gharar. Al-gharar, c'est l'aléa. Donc on ne peut pas avoir un contrat ayant un objet indéterminé, ou un objet qui est indexé sur un événement futur, d'où l'interdiction de l'assurance. Donc, par exemple, dans un contrat d'assurance, on ignore la possibilité de la réalisation du risque. Okay, donc c'est un risque qui va survenir dans le futur. C'est pourquoi l'assurance de base, elle est interdite. On a le maïsir, aussi la spéculation. Aussi, on a l'interdiction de tout ce qui est illicite. Donc tous les domaines illicites en droit musulman ne peuvent pas être objets de contrats et de transactions en finance islamique. Donc que ce soit par exemple comme l'alimentation illicite, du port de l'alcool, que ce soit par exemple des activités illicites, donc pratiquer une activité bancaire ou d'assurance, ou par exemple de l'armement. Okay. Tout ce qui est donc activité illicite ne peuvent pas être inclus dans une transaction islamique. Et aussi, on a deux autres principes d'obligation qui caractérisent la finance islamique. Le premier, c'est l'obligation de partager les profits et les pertes. On ne peut pas avoir un profit dans une transaction si on n'est pas donc confronté à un risque de perte. Pourquoi on a une interdiction de l'intérêt bancaire? Moi, lorsque je dépose mon argent dans la banque, je reçois un intérêt. Pourquoi cette transaction elle est illicite en droit musulman? Car la personne qui va recevoir l'intérêt, elle va avoir cette somme qui est premièrement fixe, donc ne dépend pas d'une activité réelle, okay, et elle reçoit la somme sans avoir un risque de perte. Okay. Donc ce capital qui est déposé, il est garanti, et la somme qui est donnée par la banque, elle est aussi garantie. Il n'y a pas un risque de perte sur le capital. Et c'est différent d'une transaction commerciale où, par exemple, un commerçant, il va investir et il va avoir une possibilité de perte de son capital ou de
donc le contrat, par exemple, de partenariat, toute forme de société, sont en principe autorisés en droit musulman, car on a cette possibilité de perte du capital qui va justifier l'acquisition d'un surplus en cas de profit. Donc c'est le principe du partage du profit et des pertes. Donc c'est ce qu'on nomme le principe de 3P, partage des profits et des pertes. Hein. Question en fait, pour revenir justement avec l'intérêt du débat. Une question en fait très simple à ce niveau-là. Au niveau des fiat monnaies, donc le dollar, l'euro, fluctuent dans les marchés financiers internationaux. Donc il y a aussi des intérêts. On sait qu'il y a certaines banques dans le marché interbancaire qui interviennent et qui achètent des dollars ou des euros, des yens pour financer leur emprunt ou donner à des gros investisseurs. Donc, là où je me situe un peu, comme on est aujourd'hui, c'est vraiment une question pertinente pour moi, c'est au niveau de la finance islamique, comment peut-elle déjouer ou éviter ce processus? Parce que, je veux dire, aujourd'hui, la finance islamique représente entre 1% et 2% dans les marchés internationaux. Vous avez, la différence est monstrueuse. Donc je sais par exemple, dans la finance islamique, il est interdit donc des banques commerciales ou conventionnelles de rentrer dans ce marché interbancaire. Mais elles utilisent aussi ces fiat monnaies. Donc comment est-ce qu'on, au niveau d'intérêt, où se situe le bon ou le pas bon? Déjà, donc, le fait de faire un change de devise, il n'est pas interdit en soi. Non, ça Ok. Maintenant, lorsqu'ils vont avoir des transactions futures avec une somme importante, dans ce cas, les banques, si on peut dire conventionnelles, elles vont recourir à des swaps, vous savez, et les banques islamiques, elles vont créer donc des produits financiers quasiment similaires, des swaps, on va nommer les swaps islamiques, même si on peut les critiquer, au niveau de leur légitimité, mais donc c'était une solution plus ou moins présentée pour ces banques-là. Maintenant, si la monnaie en soi contient de l'intérêt, ça ce n'est pas le problème de la banque islamique. Ça c'est, est-ce que cette monnaie a la valeur d'une monnaie au niveau de droit musulman? C'est la question. Est-ce que l'euro ou le dollar peut être considéré comme étant une monnaie au regard du droit musulman? Donc c'est la question réelle. Même elle sera plus intéressante lorsqu'on va dire que cette monnaie-là, elle peut inclure une certaine proportion d'intérêt. C'est la question, c'est la problématique. Et la réponse c'est oui. La réponse c'est oui pour différentes raisons. Bon, on ne va pas rentrer là. On peut développer ultérieurement. Oui. Oui. Donc ça c'est en résumé les principes qui encadrent les activités bancaires islamiques, qui les caractérisent. Et pour trancher de la islamité de la transaction, on va recourir à des experts qui sont spécialisés en droit musulman et en droit financier ou en économie ou en finance ou en droit bancaire, qui vont donc présenter leur avis sur la transaction et qui vont approuver sa conformité au droit musulman. Donc c'est ce que nomme le Sharia Board, le conseil de conformité au droit musulman. Le recours à ces conseils-là, à ces entités, qui peuvent être externes à la banque islamique comme ils peuvent être internes, le recours à ces entités est obligatoire pour protéger les consommateurs, les clients qui vont acquérir les produits islamiques. Pourquoi? Car si une banque ou une société financière prétend qu'un produit est islamique et le commercialise en soi sous ce titre-là, comment on peut assurer la protection de ce consommateur, de la personne qui achète ou qui prend ce produit? On ne peut pas s'assurer de sa conformité à l'islam ou au droit musulman, mais on va simplement se limiter à la présence de ce comité-là qui va valider. Et ça, c'est la position de l'autorité des marchés financiers en France, donc qui va obliger les sociétés financières qui présentent des produits financiers islamiques donc d'avoir une certification pour leurs produits.
rapidement, les principaux modes de financement islamique qui sont adoptés, on peut les classer en deux grandes catégories. Les contrats, les contrats à titre onéreux et les partenariats. Je note qu'en droit musulman, on a aussi des contrats à titre gratuit et on peut dire, voilà aussi, on a des contrats qui sont donc dans une situation intermédiaire entre des contrats à titre gratuit et à titre onéreux. Moi, j'essaie toujours d'utiliser les notions de droit civil, donc contrat à titre gratuit, contrat à titre onéreux, pour éviter des confusions de traduction sur le niveau. Car il y a aussi des nuances au niveau de la traduction de ces notions. Les contrats à titre onéreux, on a notamment Muralaha, donc c'est un achat d'un bien. L'action de l'époque était publiée avec la langue tatar. Ici, on a un exemplaire de la première page de la revue, du premier numéro de la revue Iqtisad 1908. On va voir donc rapidement donc, sa structure. Donc on a une économie, un chapitre pour l'économie, un chapitre pour le commerce, un chapitre pour l'industrie et pour l'agriculture. Et en activité, donc qui va perdurer 5 années environ. Ici on a mentionné quelques détails. On va remarquer l'apparition du 51 numéro de la revue, donc 46 émissions. Les réflexions économiques dans la revue étaient très intéressantes, qui discutaient à la fois la pensée économique européenne et aussi la pensée économique d'une perspective islamique, et aussi en essayant de l'adapter aux besoins de la société locale. Dans cette revue, on remarque le premier usage de la notion de banque islamique. C'est la première fois où on va utiliser l'expression banque islamique, c'était dans cette revue, dans les articles qui sont parus en 1909. 3 articles qui étaient dédiés à cette thématique. Ultérieurement, on va voir aussi des articles très intéressants sur le sujet. Aussi, cette période-là, on va marquer l'apparition des banques mutuelles en Russie. Et ces banques mutuelles étaient donc spécialisées dans l'octroi des prêts à court terme pour les individus et aussi de financer quelques activités professionnelles. On voit dans un article de cette revue une proposition de créer une banque islamique en utilisant ce modèle-là de banque participative. Donc aussi c'est un événement très intéressant. Et on voit que le rédacteur en chef de la revue, qui était nommé Mohamed Fatih Murtazi, il a mentionné dans cette revue, plusieurs fois qu'il était membre de notre conseil d'administration de la banque de crédit de Samara. Donc ici on a la première information concernant la présence d'une banque islamique qui est active en Russie avant 1908. On ignore la date de sa création, on ignore jusqu'à quand elle a perduré, on n'a pas vraiment de données sur le sujet. Donc c'est la première expérience, on peut dire voilà, c'est une expérience bancaire islamique. On n'a pas assez de détails sur le sujet. De plus, en 1912, on va trouver certaines références qui vont mentionner la création d'une banque islamique à Saint-Pétersbourg en Russie, en 1912. Et cela a été mentionné par certains chercheurs en Russie. Et aussi, on va trouver Moussa Begueyev qui va présenter une première réflexion juridique sur le sujet dans son ouvrage Zakat, publié en 1916 et en 1917. Il y a eu 2 éditions et nos amis en Russie n'ont pas vraiment cerné qu'il y a 2 éditions. Il y avait une certaine confusion sur le sujet. Donc ici on a les premières pages de l'ouvrage, couverture plus introduction, et 2e édition. Donc on voit ici février 1917.
Furial, 1917. Cette réflexion sur le sujet n'a pas été mentionnée dans les rédactions arabes ou anglaises sur la finance islamique ou sur l'histoire de la finance islamique. Pourquoi? Car on a eu, vous le connaissez très bien, la révolution bolchevique. La majorité de ces productions-là ont été perdues ou écartées ou mises à l'ombre. Donc, on n'a pas réellement de référence sur le sujet. La seule référence actuellement, donc peut-être la première référence, je peux dire en anglais ou en arabe, donc c'était notre article qui va paraître le mois prochain dans notre ouvrage collectif sur la finance islamique en Europe. En 1928, on a eu aussi un essai de constitution du Banque islamique en Algérie, durant l'époque coloniale. On a essai de constitution de la banque, on a collecté le capital, on a signé le statut de la banque, on a tout préparé pour mettre en place la banque, mais il y avait eu un refus de l'autorité française de l'époque. En 1940, on a eu l'expérience des fonds d'épargne en Malaisie et 1950, donc une expérience des prêts sans intérêt au Pakistan. C'était des petites expériences qui n'ont pas vraiment perduré assez suffisamment et ne représentent pas une réelle activité économique ou financière intéressante. C'était simplement des fonds, on va économiser un peu pour aller faire le pèlerinage, c'était l'idée. En 1963, on va avoir ici le démarrage réel de l'activité bancaire islamique contemporaine avec la fameuse expérience de Ahmad al-Najjar. Ahmad al-Najjar, c'est un juriste, un économiste égyptien qui est parti en Allemagne faire sa thèse de doctorat. Après la guerre, 1949, il va voir que l'Allemagne a été rapidement reconstruite après la guerre, a été entièrement détruite, et il sera donc influencé par cette expérience allemande qui va assurer la renaissance de l'État. Donc, il va dire, voilà pourquoi pas reprendre cette expérience et l'appliquer en Égypte. Et c'est ce qu'il va faire. Lorsqu'il va retourner en Égypte, il va appliquer cette expérience dans une région, on peut dire agricole, un peu loin des centres économiques du pays, pour essayer donc de mettre en place sa philosophie et de mettre en place ce qu'il visait par cette expérience, qui n'est pas simplement une expérience bancaire, mais aussi une expérience qui a une dimension économique, qui a une dimension sociale, qui va assurer une naissance, un développement de la société. C'est l'objectif réel. Cette expérience, elle va perdurer quelques années, jusqu'à 1967, et elle va avoir un grand écho dans la société. Et à l'époque, c'était le régime socialiste de Abdel Nasser, et on connaît, ce type de régime a commencé à s'interroger quelle est la nature de cette entité-là, quels sont les dirigeants, est-ce qu'ils sont des disciples d'un certain courant idéologique, et ils vont commencer à poser des questions sur ce niveau-là, ainsi que d'autres questions au niveau donc de comptabilité, de la nature juridique de l'entité, et ainsi de suite. Donc, la banque ou l'expérience bancaire de Ahmad al-Najjar a été interdite et arrêtée en 1967 par Abdel Nasser, et l'expérience, entre guillemets, elle a été confisquée par l'État pour remettre en place l'expérience sous une autre forme qui sera possédée par l'État sous la forme d'une banque sociale. On va la voir. Donc, dans la même période aussi, on va remarquer l'apparition d'une petite activité aussi au Pakistan, mais cette activité, elle va perdurer quelques mois, 3 mois. En 1970, on va avoir la deuxième conférence des ministres des Affaires étrangères des pays musulmans à Karachi, au Pakistan, où on va discuter de l'importance de mettre en place les banques islamiques. Donc maintenant, on va rentrer dans la phase de production réelle et essai de constitution des banques islamiques. En 1961, l'État égyptien, il va remettre en place l'expérience de Ahmad al-Najjar et va constituer la Banque
qui a été nommée Banque Nasser al-Ijtima'i, la banque sociale de Nasser. Comme vous savez, dans les pays arabes, toujours on accorde le mérite à ceux qui ne le méritent pas. Donc elle a été nommée au nom de Nasser. Et Ahmadinejad, qui a fait tout le travail, était voilà, mise à côté. Cette banque-là est la première banque constituée dans le monde qu'on connaît actuellement, qui mentionne dans ses statuts qu'elle ne touche pas de l'intérêt et ne donne pas de l'intérêt bancaire. C'est la première banque qui va inclure cela dans ses statuts. En 1962, on a la conférence suivante des ministres des Affaires étrangères des pays musulmans à Jeddah, qui va donc étudier la mise en place d'une banque islamique internationale, une banque islamique des pays musulmans, qui va avoir comme mission de financer les pays et non pas les individus. En 1973, on aura donc la fameuse conférence des ministres des Finances des pays musulmans qui vont mettre en place la Banque islamique internationale, la BID, okay, qui va ouvrir ses portes en 1975. Donc, en 1975, on va remarquer l'apparition de la Banque islamique de développement, la BID, Banque islamique de développement, qui est un grand groupe international. Donc, les actionnaires dans ce groupe, ce sont les pays musulmans. Okay. En 1975 aussi, on va voir l'apparition aussi de la première banque commerciale islamique dans sa forme actuelle, qui est Banque islamique de Dubaï. Et dans ces deux expériences, on avait une personne centrale qui était présente dans leur mise en place, c'était Ahmadinejad, celui qui a initié l'activité en Égypte. Après, en fait, il est parti au Soudan, où il va lancer aussi un modèle plus développé de son modèle égyptien. Okay. Donc Ahmadinejad était toujours derrière ces deux modèles de la Banque islamique de développement et de la Banque de Dubaï. Okay. Il était dedans, il était dans la constitution, il a participé dans leur mise en place. Si on va évaluer l'histoire de cette activité et de cette évolution de l'activité bancaire islamique, on peut la diviser en trois parties. Mais avant de rentrer dans cette évaluation critique, il faut mentionner qu'en 1979, on a eu la constitution de la première société d'assurance islamique. C'était aussi au Soudan. Okay. Et ultérieurement, donc, on a eu une prolifération de constitution de sociétés d'assurance islamique. On a commencé à comprendre comment mettre en place des sociétés d'assurance mutuelle, okay, conformes aux droits musulmans. Parce que l'idée, c'était quoi? C'était d'adopter la forme de l'assurance mutuelle et non pas de l'assurance commerciale, donc société anonyme qui va gagner sur la différence entre les primes payées et les indemnisations. Okay, donc on va considérer ce qui est autorisé comme assurance, c'est l'assurance mutuelle. Mais on va essayer de se focaliser un peu plus sur le côté bancaire. Cette activité bancaire, comme on a dit, elle a commencé dans les années 1975 jusqu'à aujourd'hui, qui a vraiment rencontré un grand développement. Première période de cette activité, c'est entre 1975 et 1980. Cette période-là était caractérisée par l'usage de base, okay, des partenariats, des contrats de partage de profits et des pertes. Donc la banque, elle va rentrer comme actionnaire dans les projets. Elle va rentrer comme étant partenaire dans les projets. C'est la première période. Qu'est-ce qui a causé le changement de cette activité? Deuxième période, c'est 1980 jusqu'à début des années 2000. Donc on va recourir à ce qu'on nomme al-murabaha. Qu'est-ce qui a causé cette modification? En fait, en 1976, on a eu un chercheur jordanien qui va soutenir sa thèse de doctorat, qui est nommé Sami Hammoud, qui va changer l'histoire des banques islamiques. Sami Hammoud, il va présenter sa thèse de doctorat, dans laquelle il va présenter un usage moderne du contrat de murabaha,
en se basant sur une image contractuelle autorisée par l'imam Shafi'i dans son ouvrage Al-Um. Donc Shafi'i dit, voilà, lorsqu'on a une personne qui demande à une autre, il va lui dire achète un tel bien, puis revends-le à moi, okay, je l'achète de toi, avec une marge. Shafi'i dit que cette transaction est autorisée. Qu'est-ce qu'il fait Sami Hamoud? Il va se baser sur cette relation contractuelle pour fonder l'activité des banques islamiques. Maintenant, la banque islamique, elle peut financer sans rentrer dans le projet, sans être donc soumise au risque du père du projet. Donc lorsque la banque islamique va financer de cette manière, elle va devenir simplement créancière. Une usine, un exemple très simple, une usine qui a besoin du cash pour acheter des matériaux, des matières premières, pour lancer son projet, elle a d'un autre côté les promesses, ou même elle a des contrats, elle a déjà donc assuré la vente du projet, de ce qu'elle va produire. La banque islamique aujourd'hui, elle ne rentre pas partenaire avec l'usine. Qu'est-ce qu'elle va dire à l'usine, à la société qui gère? Elle va lui dire, voilà, vous avez besoin de telle tonne d'acier, de telle tonne voilà, de matières premières. Moi, j'achète ces matières et je vous les revends. Avec une marge, vous me payez sur 3 années, sur 5 années, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'elle a fait la banque islamique? Elle a évité de rentrer dans la transaction, dans l'opération économique réelle. Elle s'est limitée à un côté qui est purement financier. Okay, donc, le changement qui a eu lieu dans les débuts des années 80 était très important. Donc, on peut dire, voilà, la première étape de l'évolution des banques islamiques, c'était avant les années 80, 1975 jusqu'à 80. Après, on a eu de 80 jusqu'à 2000 l'usage excessif de Murabaha. Parfois, dans des banques islamiques, l'usage de Murabaha est arrivé dans les pourcentages de 97% de l'activité de financement de la banque islamique. C'est-à-dire tout ce qui est financé par la banque, c'est par Murabaha. 97% dans certaines banques islamiques. Okay. Et dans l'usage de cette notion ou de ce modèle financier, vous pouvez voir une étude très importante du docteur Rafiq Masri, Al-Murabaha, comme elle est effectuée par les banques islamiques. Donc c'est une étude majeure qui va analyser l'activité d'une quinzaine de banques islamiques les plus intéressantes, les plus grandes, okay, et va présenter le pourcentage de leur usage de ce modèle contractuel. Troisième étape de l'activité bancaire islamique commence avec les années 2000. Dans cette période-là, on va passer à une étape suivante qui est donc un usage plus prépondérant du tawarruq. Tawarruq, c'est un modèle contractuel basé sur al-murabaha, mais en réalité, on va simplement financer le client. Donc le client, moi je le présente comme ça, le client il rentre à la banque comme ayant donc dans un besoin de cash, de liquidité. Il rentre à la banque avec un besoin de liquidité, il va signer un dossier, il va sortir de la banque avec un sac, une valise, ou avec un compte bancaire rempli, mais avec une dette à rembourser qui est plus élevée. Toutes les académies de droit musulman ont interdit le tawarruq. Toutes les académies de droit musulman, l'académie de l'OCI et l'académie de la Ligue islamique mondiale, ils ont interdit le tawarruq. L'AIOFI, dans les normes, elle a interdit le tawarruq. Mais si on regarde les banques islamiques, elles ont donc des comités de Sharia Board, dont une grande partie parmi eux ont autorisé le tawarruq. Et on voit que la majorité des banques qui ont autorisé le tawarruq, ils vont l'utiliser pour environ 60% de leurs activités de financement. Donc, au début, on disait il faut que les banques islamiques délaissent al-murabaha et reviennent vers les partenariats. Aujourd'hui, on dit que les banques islamiques, on espère qu'elles délaissent le tawarruq et reviennent al-murabaha. Okay? Et c'est un vrai problème qui s'est réalisé dans cette période, et cela montre l'éloignement des banques islamiques et de leurs objectifs pour lesquels elles ont été fondées et constituées.
surveiller. رفيق يونس المصري. يونس المصري. Donc, si on veut résumer cette analyse de l'évolution de l'activité bancaire islamique, on peut dire que voilà, le recours vers les modes de financement qui assurent, on peut les nommer les modes de financement basés sur le dette, basés sur l'endettement, en anglais debt-based instruments. Donc on a moins de risques pour la banque islamique. Donc si le projet échoue, la banque islamique toujours elle est créancière. Elle n'a pas de risque sous-jacent avec le projet réel. Elle est simplement créancière car elle a vendu un matériel ou une chose pour l'entrepreneur. Donc elle a moins de risques. Aussi, le coût de gestion de ces modes de financement, il est moins élevé que d'aller gérer directement et surveiller l'activité réelle. Donc, le cas de l'usine qu'on a mentionné, si la banque islamique elle va financer l'achat des matières premières, elle n'est pas intéressée par surveiller l'activité de l'usine et s'assurer que toutes les opérations ont été comptabilisées et s'assurer donc que tout est déclaré pour qu'elle récupère sa part de profit. Elle va simplement se limiter, voilà, on a vendu les marchandises, les matières premières, on sera remboursé sur des échéances, c'est tout. Donc le coût pour la banque, il n'est pas le même. Et enfin, la gestion de ces instruments au niveau comptable et fiscal n'est pas le même. Ces opérations-là, ces modes de financement, ils sont plus proches à des financements classiques, voilà, basés sur l'intérêt. Les conséquences de cette activité-là, de ce déviation vers des instruments basés sur l'endettement, notamment Murabaha, Tawarruk, Ijara, l'effet de cette modification dans l'activité des banques islamiques, il peut apparaître sur différents niveaux. On a un éloignement donc des finalités de la constitution de la banque islamique qui doit avoir en fait. Si on regarde Ahmadinejad, qu'est-ce qu'il visait Ahmadinejad? Il visait un développement de la société. C'est l'objectif d'Ahmadinejad. Et il a réussi à le faire, malgré les difficultés qui ont eu lieu direct dans la société. Donc cet impact direct dans la société et dans l'économie ont été perdus par ce changement de mode de financement adopté par les banques islamiques. C'est un élément très important et peut-être le plus important. Deuxième chose aussi, on a les modes de financement utilisés actuellement vont assurer un fonctionnement similaire aux prêts à intérêt. À tout ce qui est mode de financement classique. Et aussi donc, on va remarquer donc un rôle restreint, similaire au rôle des banques conventionnelles dans la société. Donc ça c'est en résumé, si on voit l'effet de cette modification ou de cette, on peut dire, voilà, changement de l'activité initialement visée par les fondateurs de ces banques islamiques. Sur ce sujet, moi je vous conseille 2 articles rédigés en français, ou même plutôt 3 articles rédigés en français. 2 articles qui sont les miens, publiés dans la revue Les cahiers de la finance islamique de l'Université de Strasbourg. Et donc pour nos maîtres et nos professeurs, par exemple sur Alain Touré ou d'autres, ils ont considéré ces 2 articles comme étant les meilleures rédactions, les meilleures réflexions sur le sujet. Donc on a eu redressement de l'activité bancaire islamique et aussi on a eu les modes de financement islamique allant des finalités de la charia. Donc on a une évaluation du rôle de ces modes-là de financement selon les finalités de charia. Est-ce que ces modes-là assurent le respect des finalités de la charia? Donc ces 2 articles ils sont fondamentaux dans la compréhension de ces critiques envers le fonctionnement bancaire islamique. Et 3e article qui est une traduction d'un grand article d'un grand professeur
Abd al-Mun'im Abu Zayd, donc il est traduit vers le français, de l'arabe vers le français, et publié dans la revue de l'IRTI. L'IRTI, c'est l'Institut de recherche et de formation, qui est donc une filiale de la Banque islamique du développement. La BID, qu'on a mentionné, la Banque des pays musulmans de développement, elle a plusieurs filiales, y compris ce fameux centre de recherche et de formation qui est un des références mondiales. Et il a beaucoup de rédactions, et je vous conseille de consulter ses publications, il a beaucoup de rédactions en français et des traductions vers le français. L'article, c'est... je l'avais là. L'auteur, c'est Abd al-Mun'im Abu Zayd. Abd al-Mun'im Abu Zayd, traduit en français. Donc vous pouvez chercher, il est disponible directement, il va apparaître sur Google. Oui, dans la revue de Strasbourg, oui. Les cahiers de la finance islamique. Non, en fait, moi j'ai écrit 2 articles. Okay, ce sont les miens. Vous pouvez les trouver soit sur ma page Academia par exemple, ou sur le site de l'université. Donc, c'est pour l'évaluation de l'historique de la finance islamique. On va essayer de présenter l'état des lieux de la finance islamique en Europe. On va se limiter à 2 pays, l'Allemagne et la France. Et on va essayer de présenter une réflexion critique sur ces expériences bancaires, ou plutôt voilà, des expériences islamiques, car on ne peut pas vraiment dire que ce sont des expériences bancaires. Au début, en Allemagne, on a eu donc certaines activités. On a eu ici une liste de fonds islamiques qui ont été créés en Allemagne, qui ont été tous fermés. Okay? Certains fonds ont marqué un certain développement, comme par exemple le fonds Achakoul, il a arrivé à atteindre 30 millions comme actif, puis il a descendu jusqu'à 4 millions. Et à ce moment donc, la fameuse société de gestion Cominvest, qui est la filiale de Commerzbank, la grande banque allemande, a décidé de fermer le fonds. Donc ici on a ces différents fonds qui ont été fermés en Allemagne. Il y a d'autres fonds qui sont présents dans le marché qui sont très peu connus. Okay. Généralement ce sont des fonds étrangers, généralement au Luxembourg, commercialisés en Allemagne. Ce qui nous intéresse vraiment dans l'expérience allemande, c'est la fameuse KT Bank. KT Bank, c'est Cooperative Bank, une banque créée en Allemagne, qui a eu un agrément bancaire en Allemagne. C'est une filiale de Kuwait Turkish Participation Bank, qui est une banque créée en Turquie. Et on peut remarquer rapidement que cette banque, elle n'est pas créée directement de rien. Mais elle a eu une longue expérience, une longue présence dans le marché allemand avant qu'elle réussisse à avoir l'agrément bancaire. Donc, au début, elle était un bureau d'observation ou un bureau de représentation. Après, elle a eu un agrément pour l'activité de courtage et le transfert d'argent. Et elle a, en 2012, déposé la demande d'agrément bancaire. On peut remarquer que le délai d'accord de l'agrément bancaire était vraiment long. Okay. On peut remarquer que c'était quand même 3 années. Pourquoi on a eu ce retard? Comme le mentionne notre ami M. Soylu, qui était un des fondateurs de la banque et le premier directeur général de la banque, il dit que les véritables problématiques envers cette expérience, c'était de trouver le côté comptable et juridique adéquat. Comment on va présenter aux clients des produits financiers, des comptes bancaires rémunérés, conformes aux droits musulmans, donc ils vont avoir une possibilité de perdre de l'argent. La personne qui va mettre son argent, recevoir un profit, il a aussi la possibilité de perdre. Mais comment on va concilier cette possibilité de perte avec les principes du droit allemand concernant les dépôts bancaires? C'était le véritable défi en fait. Donc ici on va marquer donc, les remarques sur le sujet. Donc on va voir donc, certaines problématiques qui ont été évoquées. Aussi la gouvernance du Sharia Board. Comment on va
mettre le charia à bord, qui va s'appuyer sur la légitimité des opérations en droit musulman. Est-ce qu'il est une entité interne à la banque ou est-ce qu'il est une entité externe, et quels sont ses pouvoirs, ses autorités, sa relation avec la direction, ainsi de suite. Et aussi, au début, ils ont posé des questions. Est-ce que le marché allemand peut accueillir une telle banque? Donc, c'était les principales problématiques qui ont donc perduré ou qui ont causé l'allongement de l'étude du dossier de KT Bank. Les produits proposés par cette banque, donc on a des comptes courants, on a des comptes d'investissement, donc de partage de profits et de pertes, le principe de 3P. Donc une personne met son argent qui peut récupérer aussi un profit, et elle va avoir donc, bien sûr un financement immobilier et financement de l'acquisition des biens pour les particuliers et les entreprises. Et enfin, elle va présenter un produit de tawarruk basé sur les métaux précieux. Donc, on a mentionné le tawarruk rapidement. C'est un produit qui est contesté au niveau de sa légitimité, mais qui a été utilisé dans cette banque pour notamment les transactions internationales. Récemment, cette banque a, en 2018, présenté un produit, un certain mode de dépôt bancaire, mais avec une rémunération fixe, ce qui peut poser un grand problème au niveau de sa légitimité en droit musulman. Et il y a un certain débat sur le sujet. Donc, cette banque aussi, elle a présenté qu'on a innové certaines solutions juridiques, comme on a donc évité la valeur ajoutée ou de payer la taxe sur la valeur ajoutée dans le cas de l'achat ou du financement immobilier notamment, de Murabaha. Et aussi donc pour la banque, elle a présenté une certaine forme de musharaka dégressive en essayant de rabaisser les taxes à payer. Je peux dire que ces deux solutions ne peuvent pas être applicables en France, car le régime fiscal est entièrement différent. En 2017, une statistique rapide, la banque KT Bank, elle a eu 5435 clients privés et 1229 clients professionnels. Donc voilà le compte bancaire qui a une légitimité doutée. Et en 2018 aussi, en août 2018, on a eu l'entrée dans le marché allemand d'une banque en ligne, donc une néobanque, qui est donc sous le nom de Insha, peut-être Inch'Allah, peut-être Insha Bank, qui a donc qui est le fruit d'une coopération entre Al Baraka, Turkish Bank, et Solaris Bank, qui est une société de fintech qui a un agrément de régulateur allemand pour créer des banques en ligne. Et donc, elle va s'assurer de la mise en place de la structure informatique pour cette banque en ligne. Ce produit, il est très récent. On n'a pas encore de statistiques sur l'activité de cette entité. Donc, c'est en résumé pour l'expérience allemande. Pour plus de détails, je vous conseille de lire l'étude de M. Soylu dans notre ouvrage collectif. Donc, c'est une étude vraiment colossale qu'on a fait, qui paraîtra le mois prochain, on espère, ou le mois qui le suit maximum ou plus tard durant le mois de mai. En France, on a eu certaines réflexions sur la finance islamique avant la crise de 2008. Que les premiers essais donc, de s'intéresser à la finance islamique ont commencé avec, je pense, en 2006, oui. Et en 2007, on va remarquer donc l'apparition de la première, d'un texte d'un régulateur sur le sujet, de l'AMF, qui va donc parler de la régulation des OPCVM islamiques. Après, on va avoir un rapport du Sénat et plusieurs donc, tables rondes du Sénat, des rapports du Sénat sur comment pouvoir attirer les fonds souverains des pays du Golfe, et l'intérêt donc de la finance islamique pour la France. Donc ça c'est en résumé l'aspect légal. En 2008, on va commencer à émettre des instructions fiscales qui vont encadrer certains contrats de droit musulman. Donc on va mettre 4 instructions fiscales
qui ont été publiés en 2012, et qui constituent le cadre légal de la finance islamique en France, donc, bon, notamment pour 4 contrats. Je pense que j'ai écrit quelque part. Voilà, donc, Murabaha et Tawarruq, les soukouk d'investissement, les opérations de Ijara et les opérations de Istisna. 4 instructions fiscales qui vont essayer de présenter le cadre fiscal de ces opérations. Et bien sûr, elles vont présenter des définitions de ces contrats, ce qui est donc une innovation au niveau juridique, car on va remarquer que dans ces instructions fiscales, on a la première reconnaissance de ces contrats de droit musulman. Au niveau de la pratique, on a la Société Générale, via sa filière dans l'océan Indien, elle va mettre un fonds islamique qui était nommé Al-Sharia Liquidité. Ce fonds islamique, je peux dire, qui a donc été mis en place en 2008, puis après on a eu la crise en 2008, donc il a été fermé rapidement par Société Générale pour éviter que les souscripteurs rencontrent vraiment des pertes. Mais je peux dire que la durée de vie de ce fonds-là, qui a perduré environ 3 mois ou 4 mois, était une véritable réussite. Car le fonds a réussi à collecter une grande somme d'argent pendant une période très courte et aussi à assurer un certain profit pendant cette très courte période. Bien sûr, c'est très normal et c'est très sage de la part du gestionnaire de fermer le fonds avec l'apparition de la crise de 2008. En 2009, on a eu une SICAV créée à Nudi. Ultérieurement, elle a été achetée par une autre société de gestion, aussi elle va changer son nom. En 2011, Shabi Bank il va créer un compte bancaire nommé Shabi Harmonis, Harmonis, donc un compte courant islamique. En 2012, on va avoir une assurance islamique nommée Swiss Life. Cette assurance islamique était basée sur une SICAV islamique, donc il va investir l'argent selon les principes du droit musulman, nommé Salampax. 2012 aussi, on va avoir 2 opérations de soukouk, donc des titres financiers islamiques, et en 2013 aussi un autre soukouk. C'est un titre financier qui représente un actif sous-jacent. Comme lorsqu'on fait par exemple dans Murabaha, dans Ijara, on va émettre des titres qui représentent une relation contractuelle, qui concerne un bien déterminé. Et donc, ce titre-là, par exemple, on a besoin de l'argent pour l'exemple de l'usine, la même chose. On a besoin de l'argent pour financer l'usine qui va construire des choses. Donc, on va émettre ces titres-là. On va dire que les souscripteurs au titre, c'est eux qui sont en train d'acheter les matières et de les vendre à la société. Et donc, ils vont avoir leur profit selon cette différence. Donc, aussi en 2013, Shabi Bank va commencer le financement immobilier. Aussi, on va remarquer l'apparition d'autres produits financiers qui ne sont pas vraiment très intéressants. Ce qui est particulier, c'est 2016, nous rassure, elle va mettre en place une assurance maladie qui va rencontrer ultérieurement un grand scandale. Aussi, il y avait eu un scandale avec le gendre patrimoine, qui est aussi un grand scandale. Et enfin, le compte courant Shabi Damanes, un compte tirelire, tout simplement. On va essayer de regarder rapidement. Je sais que vous êtes le plus intéressé par le financement immobilier, donc on va essayer de faire une petite réflexion sur le sujet. Shabi Bank, on a dit qu'il a débuté une activité de financement immobilier. Première chose, donc, Shabi Bank, il peut accueillir le client directement ou accueillir le client via un courtier qui va le ramener chez lui. Donc la distribution de ce produit, elle est directe ou indirecte. Le délai de remboursement, il est maximum 15 années. Donc lorsqu'on va faire ce financement avec Shabi Bank nous oblige à rembourser la somme dans 15 années. Et la personne qui souhaite avoir ce mode de financement auprès de Shabi Bank islamique va apporter un apport initial de 20% du capital.
Par exemple, je veux acheter une maison, par exemple, qui vaut, par exemple, 500 000 euros, je dois amener comme apport initial 100 000 euros. Ok, 20% du prix du bien. Aussi, on a une autre entité que je n'ai pas mentionnée dans la liste. Pourquoi? Car c'est une banque, une filiale de la RED, qui est nommée Sofider, mais qui est active dans l'océan Indien. Et non pas dans la France, dans l'Hexagone, si on peut dire. Mais soumise, bien sûr, à la réglementation française. Cette banque-là, ou cette entité, elle assure une distribution restreinte. Elle a un contrat d'exclusivité. En fait, elle refuse de travailler avec les courtiers et elle travaille avec un seul courtier. Okay. Donc moi, je pose directement la question, est-ce que c'est islamique? La réponse, je pense que vous le connaissez. Restreindre le marché et créer ce monopole-là, c'est vraiment une pensée très capitaliste. Le délai de remboursement du capital ou de l'investissement est sur 20 années, donc c'est plus intéressant que Sha'abi Bank, mais et aussi l'apport initial doit être 15%. Donc si on veut regarder rapidement ces deux produits financiers qui assurent le financement de l'immobilier, on peut dire rapidement, et cela, je peux le dire après contact direct ou indirect avec ces deux banques. Les deux banques veulent le maximum de profit, okay, dans la plus courte durée. Ils veulent avoir comme clientèle les musulmans les plus riches. Voilà. Ils ne cherchent pas les pauvres, ils ne cherchent pas la classe moyenne, ils ne cherchent pas les personnes qui cherchent un financement social, okay, mais cherchent les entrepreneurs, les gérants des grandes sociétés, les médecins, et ainsi de suite. Ceux qui vont avoir donc la capacité de rembourser une maison sur 15 années, 17 années, 10 années par exemple. Okay? Ceux qui ont généralement un salaire plus que 10 000 euros. Ça c'est en résumé. Okay? Aussi la pensée qui est vraiment très présente dans ce monde-là ou dans ce secteur-là, notamment ces deux produits-là, c'est cette pensée-là de distribution des produits via les courtiers, comme tous les autres produits. Mais ici, on a aussi le problème de Sofider qui, franchement, ne veut pas travailler avec les courtiers, ne veut pas élargir son marché. Elle veut faire un minimum de projets, okay, peut-être, on ne sait pas, elle a un nombre fixe qu'elle ne veut pas dépasser. Okay, elle veut aussi conserver son portefeuille dédié à ce type de produit. Okay? Donc elle l'a limité. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas connaître. Mais ce qui est clair, c'est que ces deux entités-là ne veulent pas élargir et étendre le domaine de leurs produits financiers. Et notamment donc rentrer dans des financements sur 25 années, comme le font les autres banques. Okay? Donc lorsqu'on parle de 25 années, le produit devient à la portée de quasiment tout le monde. Okay? Donc ça c'est en résumé pour ces deux produits. Et voilà, moi je pense certains parmi vous ont lu sur ma page Facebook depuis quelques semaines, quand j'ai écrit les acteurs de la finance islamique en France représentent réellement ou sont réellement les capitalistes sauvages de la finance islamique. Tous. On a des créations des monopoles, on a, je vous parlais brièvement qu'il y avait des scandales, il y avait des mensonges envers les clients, déclaration des profits prévus qui étaient erronés. On dit aux clients, voilà, on va avoir un profit de 7% par année, tandis que le profit annuel était de 3%. Ou on va dire aux clients, voilà, après 3 années, vous aurez le droit d'avoir un financement immobilier de notre part. Un financement qui n'existait pas, il n'y avait même pas des études sur le sujet pour le faire. Il n'y avait même pas l'intention de le faire. Donc il y avait plein de problèmes dans ce domaine. Les résultats de cette activité-là, on va voir, donc, le marché était laissé aux courtiers car tous les acteurs économiques, financiers, ne veulent pas s'afficher dans le premier plan comme étant
en train de présenter des produits financiers islamiques. Okay? Donc, on n'a pas d'acteurs financiers directs dans le marché. On n'a pas de banque islamique, on n'a pas de fenêtre islamique. Même Sha'bi Bank, son activité, elle est très marginale et très lacunaire. La carte bancaire chez Sha'bi Bank, le compte courant, elle fonctionne une fois sur 4. Vous appelez 10 fois, vous auriez une réponse une fois. Donc aussi le côté de service, clientèle est très lacunaire. Ce qui a laissé donc une vision chez les gens que voilà, le financement islamique il est très cher, il est dédié aux riches, et voilà, on n'a pas vraiment confiance à ces gens-là qui sont en train de travailler, que ce soit les acteurs directs ou les courtiers et les intermédiaires. Donc, en résultat, le marché ne répond pas aux besoins ni aux espérances du public. Aussi, parmi les conséquences, c'est que voilà, le marché il est actuellement réservé pour les riches. Et tout ce qui est présenté actuellement, il essaie de minimiser, on peut dire, l'activité bancaire et de la restreindre à une activité très superficielle qui est voilà, le financement immobilier. Ça, c'est le plus intéressant. Mais où est le financement professionnel? Vous voulez voir l'impact social et économique d'une banque? Il faut voir le côté du financement professionnel. C'est son véritable impact dans la société. Donc, quand on regarde seulement ce côté-là, franchement, jusqu'à l'heure, il n'y a pas de solution pour le financement des professionnels en France. Et aussi, il y a un grand besoin de réglementer les activités de Sharia Abad, qui sont donc en train de travailler en France, qui y a actuellement 2. Pourquoi? Car il est anormal qu'un Sharia Abad certifie une opération qui est illégale en droit français. Pourquoi? Pourquoi ils l'ont fait? Car ils ne sont pas des juristes de droit français. Donc voilà, donc ça c'est en résumé l'évaluation de ce marché. On peut présenter quelques conseils, quelques propositions. Première chose qu'il faut faire, franchement, c'est casser les monopoles qui sont présents dans le marché, casser ces opérations, ces structurations des produits qui sont visées parfois pour le compte des intermédiaires et non pas pour les comptes des investisseurs. Moi, je n'ai pas mentionné une opération intentionnellement, qui est donc une SCPI, Société Civile Immobilière. Donc les gens ils vont mettre leur argent, on va acheter un bien immobilier, ils vont donc recevoir des bénéfices. Il y a une SCPI islamique en France actuellement. Elle va générer 15% de profit, d'un côté location, d'un autre côté rénovation et vente. Environ 15% par année ou 20% par année, dans cet intervalle. Vous savez combien reçoit le client, l'investisseur qui a mis son argent? Environ 5%. Les courtiers qui sont en train de distribuer le produit, c'est combien ils vont recevoir? 12%. Celui qui met son argent en reçoit 5%. Celui qui est simplement le courtier reçoit 12%. Ça, c'est la finance islamique? C'est ça la finance islamique? Ça, c'est une arnaque. Donc, deuxième aussi, peut-être conseil et proposition pour le marché, pour le développement du marché et le bien-être du marché, c'est de créer une association de protection des consommateurs des produits financiers islamiques. Parce que toute cette pratique-là, il faut la recadrer. Il faut arrêter ces erreurs-là. Aussi, recadrer l'activité des intermédiaires, abaisser les frais surélevés par rapport au marché, arrêter les frais dédoublés lorsque l'intermédiaire va avoir des frais de la part du client et de l'autre côté, il va avoir aussi des commissions sur la table de la part du prestataire financier. Donc ça aussi, il faut l'arrêter. Si on parle de finance islamique, il faut être éthique. Il faut être conforme à l'éthique. Aussi, présenter des produits destinés au grand public et non pas aux riches. Et voilà, la proposition la plus intéressante, c'est profiter des nouveaux modes de financement qui sont notamment le crowdfunding et les néobanques. Je peux dire que voilà, les néobanques, c'est une proposition théorique, car la seule personne qui va gagner dans la structuration du néobanque, c'est le prestataire du service de paiement. Celui qui va mettre en place
la néobanque et assurer l'échange financier, car c'est eux qui vont gagner, et non pas vraiment la néobanque en soi. Le crowdfunding, c'est un outil qui peut réaliser une véritable solution pour le financement des particuliers et des professionnels. Et je peux dire actuellement, il y a deux plateformes de crowdfunding opérantes qui sont en train de changer pour avoir une forme islamique. Et donc, on a une qui sera à la fin de ce mois et l'autre qui sera dans maximum 3 mois. Donc ça, c'est en résumé pour la finance islamique en Europe. Voilà notre ouvrage qui doit apparaître le mois prochain en anglais. Donc c'est une étude analytique de 10 pays européens dans laquelle on a une douzaine de chercheurs de différents pays qui ont participé, des éminents professionnels, des éminents spécialistes et académiciens. Donc ils vont contribuer dans ce travail colossal qui a perduré environ 2 années. Et enfin, on a vu le résultat de ce travail. Donc ça c'est en résumé. Je vous remercie pour votre présence. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Attention, je n'ai pas dit complètement interdit. J'ai dit qu'il est interdit par les académies de droit musulman, il est interdit par l'AOFI, donc c'est normal. Okay. Mais certaines banques ont structuré l'opération et ils ont validé donc, via leur sharia interne, okay, et ils disent voilà, ça c'est autorisé. C'est eux qui vont supporter la responsabilité, ils sont connus. Okay. Vous savez, ma question est là, est-ce que vous savez comment ils ont fait ça? Relation contractuelle, structure. Oui, oui, c'est connu, c'est connu. Il n'y a pas de problème. Comment on peut critiquer quelque chose qu'on ignore? Non, bien sûr. Ouais. Mais par rapport à la loi islamique, la charia, oui. Comment ils Oui. sont basés sur des avis juridiques existants? Non, c'est pas ça. Le problème, c'est quoi? Lorsqu'on va avoir 2 contrats indépendants sur 2 documents indépendants, mais avec une intention réelle qui sont liées, on va aussi les signer de suite, sur place, sur la même table. Tu peux me convaincre que ces 2 contrats sont indépendants? Donc la personne, elle va rentrer. C'est quoi le tabarruk? Tout simplement, je rentre à la banque, j'ai besoin de l'argent, et voilà, j'accepte de payer ultérieurement avec une somme supérieure. Donc je rentre à la banque, je dis voilà, j'ai besoin de l'argent, ils vont me dire, vous avez le tabarruk. Vous signez que vous achetez, par exemple, sur le marché premier, des matières premières, par exemple 1 kilo d'or, okay, via la banque, vous n'avez pas accès au marché premier. Vous mandatez la banque d'acheter pour vous. Après, lorsque vous êtes propriétaire, vous mandatez à la banque de vendre l'or pour vous. C'est le tabarruk. Et lorsque vous la mandatez de vendre, ce sera la vente à tempérament. Okay? Ou vous vendez à la banque. On peut avoir plusieurs formes. Okay? Donc, le prix initial que tu vas payer, toi, tu n'as pas l'argent à payer. Tu dis, voilà, je vais acheter, au lieu que ce soit par exemple 35 000 €, ça va être 38 000 €. Okay? Et je vous le paye sur 2 années. Et lorsque je vends à la banque, je leur demande, voilà, l'or, il est sur mon compte là, sur mon compte bancaire, je vous demande de le vendre. Et vous prenez le prix de l'or qui est vendu là, instantanément, vous le prenez de suite. 35 000 par exemple. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a utilisé l'or, ou le pétrole, ou peu importe quelle matière première, on l'a utilisé comme un moyen qui n'est pas visé en soi. Et tous ces contrats-là, ce sont des contrats virtuels. Okay? Eux, ils vont dire, non, il y a un réel transfert de propriété et un véritable contrat valide. Et moi, je parle, par exemple, qu'il y a eu donc, des contrats qui sont interconnectés,
qui ne sont pas indépendants, et une transmission virtuelle de la propriété, une absence de responsabilité sur le bien. Si moi je reçois l'or, est-ce que je peux dire à ce moment-là, arrêtez, je ne veux plus, je veux conserver l'or, et je vous paye votre argent? Donc non. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Donc l'opération, elle est simulée, elle n'est pas une opération réelle. Voilà le problème. Non, parce que le sujet de tabarruk, il est très large. Non. Excusez-moi, désolé. Et je vous laisse directement. Ok. Juste pour vous dire à tous, du 23 mars au 7 avril, ce sera la CAE Charity pour le cercle du CAE qui servira tout simplement à les fonds qui seront récoltés à plusieurs événements en fait, qui serviront à réhabiliter une école à Gérada, une école d'orphelins en fait de près de 123 enfants. Pour réhabiliter cette école, qui sont vraiment pas soutenus par l'État. Par exemple, le 28 mars, nous aurons une conférence sur l'économie, sur le climat. Quelle réponse économique et politique face aux problèmes écologiques et climatiques. Là, on invitera plusieurs membres des partis politiques, PS, PTB et Écolo. Ensuite, le 27 mars aussi, il y aura le Food Festival où tout simplement nous serons présents au parking Janson avec toutes les autres associations, cercles, etc. où on vendra tout simplement de la nourriture et tous les fonds iront encore aux orphelins. Aussi, le cercle Allé sera aussi présent ce jour-là. Et le 7 avril, il y aura un gala caritatif. Si vous souhaitez, vous avez toutes les informations sur le cercle. Voilà, je vous remercie. Désolé. Merci. Oui, une autre question? Non, le riba, c'est un surplus qui n'a pas de contrepartie légale. Ok? Donc, l'intérêt bancaire est une forme de riba. On peut avoir d'autres formes, quasiment une infinité. Ok? C'est clair? L'autre question, c'est quoi? Oui. Oui, et ce sera à tempérament. Vous payez sur plusieurs années, mensuellement. Okay. En France, il y a une instruction fiscale sur le sujet, donc on ne va pas payer 2 fois les frais de notaire et aussi on va traiter fiscalement le profit de la banque comme étant donc un intérêt. On va appliquer le traitement fiscal similaire aux produits de financement conventionnel. Vous aviez une question au début? Oui. Oui. Vous avez commencé votre histoire de la finance islamique vers la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Oui. Est-ce qu'avant, on ne parlait pas d'une forme de finance islamique plutôt dans l'histoire? Lorsqu'on va parler de l'histoire musulmane, le côté économique était très présent. Okay. On va voir déjà, tous les livres de droit musulman contiennent une partie dédiée aux transactions, aux contrats. C'est le droit des contrats. Ça, c'est déjà, on l'a mentionné au début. Donc, le droit musulman englobe différentes disciplines juridiques, y compris droit des transactions. Donc, c'est tout ce qui est contrat, achat-vente, location, ainsi de suite. Et cela comprend aussi la théorie de riba. On va avoir des chapitres indépendants pour riba, contrat de change, et ainsi de suite. Concernant l'aspect pratique de l'économie, on va le voir dans les ouvrages d'histoire ou des ouvrages un peu généraux de réflexion sur la situation. Okay. C'est généralement comme ça. Aussi, on trouve des rédactions qui sont particulières, comme les documents des tribunaux légaux de l'époque, qui vont notamment en Égypte ou dans les différentes régions de l'Empire ottoman, où on a conservé les archives. Donc on peut consulter, et même on peut faire des statistiques, et là il y a une grande étude financée par un fonds japonais pour analyser statistiquement une longue période de l'histoire de l'économie islamique.
via les documents conservés en Égypte de l'époque mamelouk. Donc ça c'est au niveau de l'étude économique, ou de l'histoire de l'économie. C'est clair? Et à cette époque-là, on appliquait déjà les principes que vous avez exposés ici? Oui, oui, bien sûr. On utilisait les contrats de droit musulman. Le contrat de Mudaraba, qui est donc un partage ou une coopération entre un capital et un travail, c'est la forme initiale qui a été adoptée par les juristes européens dans le contrat de commanda. Vous pouvez chercher cela, il y a quelques études sur le sujet, comme Udovic qui a rédigé quelques articles très intéressants. Et moi j'avais un ajout très particulier sur le sujet. Le contrat de commanda, c'est une forme de contrat de Mudaraba. Et cette forme-là, elle a donné la naissance de la société en Europe. Et ça aussi, c'est une question, donc, la fameuse commanda qui a dit société commanditaire, exactement. Oui, il est inspiré, parce que c'était un contrat utilisé exclusivement dans le commerce outre-mer, c'est-à-dire avec les musulmans. Et il est né de là. Non. Non, 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 c'est seulement en Europe, en France, à cause de l'absence d'acteurs financiers majeurs ou principaux ou directs dans le marché. À cause du travail des courtiers et voilà, le fait de passer par des intermédiaires, des courtiers, ainsi de suite. C'est ça qui a causé le problème. D'autres questions? J'ai plusieurs questions en fait. J'ai vu de votre intervention, vous avez dit que les assurances aujourd'hui sont interdites. Oui. Oui, rapidement, c'est quoi une assurance? Je paye une prime, une somme d'argent, je reçois une rémunération dans le cas d'avoir, lorsque j'ai un sinistre, un risque, n'est-ce pas? Est-ce que je suis sûr d'avoir ce risque-là? Non. Oui, très bien. Est-ce que vous connaissez combien vous payez dans ce cas? Combien on paye, combien on reçoit? Non, on ne peut pas le connaître. Vous ne savez pas combien vous voulez vivre. Mais l'événement est certain. Oui. Le moment de la mort est certain. Oui, mais la somme payée, elle est incertaine. La somme qu'on recevoir ou qu'on paye? Non, attention. Il y a différents modes d'assurance vie. L'assurance vie dans lequel moi je paye de l'argent et lorsque moi je vais mourir, l'argent sera remboursé à mes héritiers, ça c'est cette forme, elle est autorisée. Mais l'assurance vie où, lorsque moi je paye une somme mensuelle ou annuelle d'argent, et lorsque je meurs, il y a une somme fixe qui sera payée pour mes héritiers, sans regarder ce que j'ai payé moi, cette forme elle est interdite. Pour la raison que je viens de mentionner. La somme payée n'est pas équivalente à la somme reçue. Si moi je paye annuellement par exemple 5 000 euros, et en cas de décès, mes héritiers vont recevoir 1 million d'euros. Deuxième année, je suis mort. J'ai payé 10 000 euros. Mes héritiers, ils vont recevoir combien? 1 million. Cette relation, elle est quoi? Elle est à titre onéreux. Et elle présente ce quoi? Elle présente une forme flagrante de débat et donc d'inégalité contractuelle. C'est ce qu'on nomme, on le nomme en arabe Ruben. Donc, comment on peut le traduire? Il y a quelques termes pour le traduire particulièrement. Mais en réalité, la somme que je paye, elle n'est pas définie dans ce cas. Ça, il faut le séparer du cas où je paye une somme d'argent annuellement ou mensuellement et mes héritiers, ou en cas d'incapacité, je reçois moi toute la somme payée avec l'investissement. Ça, c'est différent. Et dans ce cas-là, cette forme elle peut être considérée comme islamique lorsque l'investissement est islamique. Et il n'y a pas des intérêts, il n'y a pas des opérations interdites dedans. Oui. Les intérêts aujourd'hui sont proches de 0%. Si on arrive à l'hypothèse que le taux d'intérêt, la globalité de la finance est à 0%, est-ce que si on enlève l'hypothèse de la spéculation, puisque les spéculations sont des actions anormales des acteurs financiers, si on enlève la spéculation, est-ce que la finance classique serait valable avec un taux d'intérêt à 0%? Est-ce que le modèle, en fait, le modèle avec lequel on utilise, serait valable avec un taux d'intérêt à 0%? On est proche, là, on y est même. Oui, si on va supposer qu'on est à 0%. Ce modèle-là, on va supposer que, voilà, on est à 0%. Ce modèle-là, est-ce qu'il est valide? La réponse, non.
il y a beaucoup de contrats qui sont invalides en droit musulman. Il n'y a pas seulement, voilà, ce qu'on a mentionné, c'est les principes contractuels. Après, on peut avoir une infinité de clauses. Il faut lire les contrats, s'assurer. Pourquoi on va chercher un charia on va lui payer? Il va s'assurer du contrat en détail. Okay? Et en plus, les relations contractuelles, les rôles économiques, ils ne sont pas vraiment toujours licites en droit musulman. Non. D'autres questions? Oui. Même les crédits particuliers, les petits crédits à 0% comme un PC, une machine à laver. Ouais, voilà, exactement. Oui, bah, en fait, dans ces crédits-là, il y a de l'intérêt. Si vous ne le payez pas, c'est le vendeur qui le paye, en fait. Il suffit de lire les clauses et vous trouvez dans les petites écritures en bas qu'il y a un intérêt, ou en fait, en réalité, qu'il y a une société financière qui va étudier votre dossier pour accepter si vous pouvez faire ce crédit ou pas. Et dans ce cas-là, en fait, c'est le vendeur qui va payer l'intérêt. Lui, il va gagner 20% ou 30% sur le produit. Okay? Lorsqu'il va payer 1% ou 2% pour la société sur 3 mois, donc c'est même pas 1%. Parce que 1% ou 2% c'est par année. Okay? Si la durée du crédit elle est 6 mois, il va payer combien? 0,5% du produit. Et lui, il a déjà gagné 30-40% du produit. Donc son intérêt à lui, c'est de recourir à ce modèle-là pour inciter les gens à acheter de plus et faciliter aux gens. Mais en réalité, l'intérêt est présent dans la transaction. Oui, bah en fait, le contrat, en fait, c'est un contrat de financement à intérêt, mais dans lequel c'est le vendeur qui paye l'intérêt, et pas vous, le consommateur. Oui. Non, mais vous êtes en train de conclure un contrat illicite. Oui. Bah, en fait, le contrat, lorsque le contrat il contient de l'intérêt, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le contrat, il est illicite en soi. C'est-à-dire, moi, si je conclue le contrat, il faut distinguer. Ceux qui étaient avec nous hier, ils peuvent comprendre. On a parlé d'un effet juridique mondain et d'un effet juridique céleste. Donc moi, lorsque je vais conclure un contrat invalide en droit musulman, donc l'effet juridique mondain, c'est que c'est invalide. Donc pour nous, on va dire que ce n'est pas acceptable. Mais aussi, on a un effet mondain, un effet céleste, c'est qu'on aura un péché si on le fait en ayant la conscience de faire cela. Et en savant que voilà, cela est interdit en islam. Et dans ce cas, moi, j'aurai un péché. Ok, ça c'est l'effet céleste. D'autres questions? Oui. Est-ce qu'il y a une grille d'évaluation qui nous permettrait de distinguer l'investissement de la spéculation, étant donné que les deux, la barrière entre les deux est très fine? Oui, la différence entre les deux, elle est très fine, très bien. Mais la différence entre les deux, elle est très bien connue en droit financier. Lorsqu'on va investir dans une société et attendre pour toucher les dividendes distribués, ça c'est un investissement, une participation dans l'activité sociale, dans la vie de la société. On va assister aux assemblées générales, ainsi de suite. Ça c'est un investissement. Mais lorsqu'on va acheter le titre pour le vendre le lendemain, car le prix il a augmenté, c'est une spéculation. Okay? Et il y a une grande partie des juristes contemporains qui autorisent la spéculation. Et après, il faut analyser les sociétés, si on peut investir dedans ou pas. Oui. Oui, bah, en fait, cela rejoint la question qui vient d'être posée. Au début, on a 5 piliers et pas 4, donc les voilà. Est-ce qu'on peut investir en bourse ou pas? Comme je viens de mentionner, on a 2 avis contemporains sur le sujet. Un avis qui mentionne que cela c'est entièrement interdit, et peut-être parmi les pionniers de cet avis-là, on trouve aussi Rafiq al-Masri, que j'ai mentionné. Il a une étude très intéressante publiée dans la revue du roi. La revue de l'Université de Roi Abdelaziz, de l'économie islamique, et cet article-là a été traduit en anglais par la revue, car l'article il est vraiment très particulier. Il parle de la spéculation. Okay. Maintenant, vous me rappelez des souvenirs avec ce sujet. Donc ça, c'est un avis qui parle, voilà, que ça c'est interdit, et l'avis majoritaire
okay, qui disent voilà, c'est autorisé, mais dans certaines conditions. Il y a plein de conditions qui concernent la transaction elle-même. Comment acheter l'action et comment la vendre. On ne peut pas utiliser le mode connu dans le marché. Acheter en payant 10% du prix de l'action, ça, ce n'est pas autorisé. Voilà. D'autres questions? Oui. C'est pas la même chose pour l'investissement dans les monnaies électroniques. Oui, chaque monnaie électronique doit être étudiée indépendamment de l'autre. Ok? On ne peut pas dire que voilà, toutes les monnaies électroniques sont interdites. Au début, il faut qu'on distingue entre token et coin. Vous connaissez bien le domaine de crypto-monnaie? Ok, très bien. Moi, je connais très bien car j'ai 2 études sur le sujet qui sont pionnières dans le monde arabe. Une étude concernant les sukuk basée sur les crypto-monnaies, basée sur les tokens. Les tokens, c'est on va émettre un produit, un actif électronique, qui est donc là, ce token-là, on va l'émettre ce jeton, en contrepartie d'une activité économique ou d'un service ou d'un produit, ainsi de suite. La légitimité ou l'autorisation du token dépend quoi? De ce qui représente. Est-ce que ce qui est représenté par le token est autorisé ou pas? Et est-ce que la relation juridique entre le porteur du token et l'initiateur, est-ce qu'elle est légale? Voilà. Donc, sur ces 2 niveaux, on va parler de la légitimité du token. Maintenant, pour les coins, c'est plus compliqué que ça. Par exemple, pour le Bitcoin, moi, je prends pour l'interdiction. Ok? Non, moi, je dis pour l'interdiction car dans le mining, il y a un aléa fondamental, un gharar inévitable. Oui. Je me demandais dans le droit musulman, et particulièrement dans le droit international privé musulman, est-ce qu'il est autorisé aux entités qui ont la personnalité juridique de droit musulman de conclure des contrats internationaux, mais dans un droit qui n'est pas un droit musulman, qui du coup pourrait avoir des clauses qui sont illicites dans ce droit-là? En fait, lorsqu'on va conclure un contrat, si on parle d'un contrat de droit privé, donc entre 2 entités privées, on va se mettre d'accord sur les clauses du contrat. Ok? Et lorsqu'on se met d'accord sur les clauses du contrat, on peut le rendre islamique. Il n'y a pas de problème. Ok? Les principales causes qui peuvent poser problème, c'est lorsqu'on a des contrats avec des entités voilà, étatiques ou avec des domaines concernant voilà, des sujets un peu cadrés dans lesquels on n'a pas une véritable liberté de contractuelle. Et si, par exemple, si on a une grande multinationale algérienne qui emprunte de l'argent à une banque française et que la banque française demande que le contrat soit soumis au droit français et oui. qui contiennent par exemple de l'intérêt ou qui sont interdits en droit musulman. Est-ce que ça pose un problème ou est-ce que le contrat serait nul au regard du droit musulman ou alors est-ce qu'il est quand même autorisé vu qu'il tombe sous le coup de la loi française? Oui, il est considéré comme erroné, comme nul en droit musulman. Mais en fait, eux, ils peuvent faire en droit français un contrat conforme au droit musulman. En droit français. Cela ne pose pas de problème. C'est clair? Oui? De savoir comment la finance islamique gérait la question des pensions. Des pensions, des retraites. Ah non. Oui, pour les pensions de retraite, très bien. C'est aussi, ce sujet a été étudié avec l'assurance. Ok? Et on va étudier ce sujet d'une perspective voilà, du coopérative. Okay? Le travail et l'activité des fonds de retraite, c'est une activité coopérative et non pas une activité commerciale. C'est-à-dire le fonds il ne gagne pas sur le dos, on peut dire, des salariés. Okay? Et ce qui est mis par les salariés, ils vont le récolter eux-mêmes ultérieurement. Il n'y a pas une tierce part qui va gagner sur leur activité ou sur leur remboursement. Et l'avis qui va parler donc, de ces fonds-là, il va l'autoriser. On peut dire, voilà, quasiment tous les juristes, sauf 3 ou 4 qui vont autoriser cela. Okay? Et c'est aussi l'avis majoritaire qui est homogène avec l'avis d'autorisation de l'assurance mutuelle et coopérative. Ok? Oui? Il faut éviter le mot prêt, parce qu'on n'a pas un vrai prêt. C'est quoi un prêt? Je donne de l'argent, je dois rembourser. Ici, il n'y a pas de prêt. Okay? Oui. Oui. Reprenez s'il vous plaît.
Oui, on peut faire la structuration du contrat sous différentes formes. Soit le faire via Murabaha, directement on achète le bien, on le revend au client, soit on va faire une sharaka dégressive. On achète le bien, le client il va mettre une petite part dedans, et chaque année, lui il va l'utiliser donc en tant que locataire, il va payer un loyer. Le revenu qui est pour la société, lui il détient une part dans le revenu, et la banque une part. Et chaque année, il va mettre à côté son profit et acheter une partie de la part de la banque. Et ainsi, dans 10 années, par exemple, en 15 années, la part de la banque devient zéro. Ok? Et ce modèle-là a été utilisé en Allemagne. Mais cela ne peut pas vraiment être utilisé en France. Pourquoi? Car lorsqu'on va acheter les actions dans une société, on va payer 5%. Ok? Ce qui est très cher dans ce cas. Oui. Vous aviez parlé des civilisations de banque quant à l'environnement. Je voulais savoir s'il n'y a pas des questions à nous poser quant à la licéité pour un mouvement de créer des comptes développés, étant donné la méconnaissance des défauts d'entreprise. Certaines entreprises, des banques sont en faillite, mais elles sont bien évaluées par les autorités. Non, en fait. En bonne santé alors qu'elles ne sont pas. Et dans ce cas-là, proactivement, est-ce qu'il serait interdit d'investir? Non, il n'est pas interdit. Non, en principe, toi, tu vas juger voilà, la situation apparente. Tu es responsable de ça. Ok? Une banque qui est déclarée comme islamique, qui a ses propres entités d'audit, c'est eux qui sont responsables sur l'aspect islamique, pas toi. Hein? Oui, bien sûr. Donc les causes d'interdiction de riba. Tout ce qui est derrière la théorie de riba, si on voit, c'est, dès la définition on le voit, avoir une contrepartie qui n'a pas, ou avoir une rémunération qui n'a pas de contrepartie. Donc premier élément qui va apparaître dans une relation basée sur le riba, c'est donc créer une inégalité dans la relation contractuelle. Okay? Et bien sûr, ultérieurement, le riba il va avoir des conséquences économiques et sociales. Okay? Les gens ils vont arriver à rendre esclave la personne qui n'arrive pas à rembourser à l'époque. Okay? Donc, avant l'islam. Et donc, ces différentes formes de riba okay, sont à éviter à cause de leur effet néfaste. Que ce soit au niveau donc, de la personne qui va payer la somme plus élevée que ce qu'il a vraiment touché, ou les conséquences sociales qui peuvent donc surgir dans une telle situation. Ok? Oui. Oui, un service qui mérite un salaire. Oui, c'est intéressant et cela est déjà étudié. Bon. C'est quoi un prêt? Il y a un élément d'ordre public dedans. C'est qu'on doit rembourser la somme en soi, quand elle est mentionnée, la somme faciale. Ça, c'est la notion de prêt. Et il y a une rémunération du prêteur qui va donc s'imposer. Et en fait, le contrat de prêt en islam, ce n'est pas un contrat à titre onéreux, c'est un contrat à titre gratuit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, moi, je suis un donateur. Je donne à la personne la somme d'argent, mais aussi je lui donne l'usage de cette somme pendant la période de prêt. Okay? Il y a un aspect culturel dedans, une adoration dans le prêt. Okay? Je suis en train de faire sadaqa par l'usage de cet argent-là pendant la période. C'est l'origine de la philosophie concernant le prêt. Oui.
contrat de location, il est autorisé ou pas? Il est autorisé. Si vous avez un appartement, est-ce que vous acceptez de le louer à 100 euros? Un grand appartement, vous acceptez à le louer à 100 euros? Non. Comment vous acceptez que la personne qui va donc investir dans une banque ou voilà, qui va financer votre achat prenne une rémunération de 2% ou 1%? Pourquoi sa rémunération ne doit pas être 5%? Donc, lorsqu'on va parler de montage islamique, l'argent, il va venir d'où? Des particuliers. Okay? Et ces particuliers, ils vont imposer ou demander une rémunération. C'est clair? Donc, cette rémunération, est-ce qu'elle va être 1% ou est-ce qu'elle va être 5%? S'ils ont l'argent, ils vont aller investir ailleurs avec 5% ou 3% ou 4%. Pourquoi ils vont investir ici avec 1%? Ça, c'est une schizophrénie. Okay? Car, non, c'est pas une protection pour les riches, non, pas du tout. Pas du tout, en fait. Le système, c'est un système juridique, il n'y a pas une réflexion sociale. Okay? Il a une dimension sociale, certes. Okay? Et comme j'ai dit au début, on peut dire l'essence du problème, c'est que les acteurs directs n'interviennent pas dans le marché. Ils ne veulent pas intervenir. C'est ça le problème. Okay? Lorsqu'on a un jour des acteurs qui vont intervenir directement, selon des normes logiques du marché, et dans ce cas, on peut voir l'impact. Okay? Et le sujet de achat immobilier, c'est un sujet marginal qui ne mérite même pas de parler dedans. Okay? Et ce n'est pas l'essence de l'activité bancaire et financière. Non. D'autres questions? Oui. Agence de notation? Les agences de notation. Au début, vous avez Oui. Ce sont lesquelles en fait Non. Il y a des agences qui sont spécialisées en finance islamique et aussi on trouve chez certaines grandes. Oui, il y a des départements qui vont mettre voilà, même des indices islamiques, okay? Comme Ernst Young et autres. Okay? Et aussi on a une agence internationale dédiée à la notation islamique. Okay? Je voulais faire une parallèle avec ça parce qu'en 2008, avec la crise qu'on a eue, notamment dans la titrisation des agences immobilières, ça sortait de ces agences. Oui. Donc là, je vois un parallèle, comme je vous dis, où on retrouve dans ces certaines banques islamiques ou assurances de l'énergie, où on a un intermédiaire financier qui est un courtier qui va venir prendre une certaine marge où il va prélever beaucoup plus d'argent. Moi, je vois le parallèle avec le prix de 2008, avec le prix de l'énergie, on est parti, on fait des effets de levier, il y a des gains, absence de... Non, ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On n'a pas des montages dans lesquels la personne sera obligée à rembourser de grandes sommes qui dépassent sa capacité, qui est l'essence de la crise. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'éthique. Oui, mais cela ne signifie pas que le montage en soi, il est similaire ou semblable au montage de la crise. Déjà, la crise financière de 2008 n'a pas touché les banques islamiques. Non, parce qu'ils étaient pas dans le marché bancaire. Non, il était. Mais pourquoi ils n'ont pas été infectés directement? Car ils n'ont pas investi dans les fonds de titrisation. Voilà. Dans certaines études, il disait que l'absence dans le marché interbancaire, Non. pas possible de comptabiliser. Non, impossible. Non, c'est faux. En fait, ils étaient touchés indirectement, mais pas directement. Je vais vous donner des prix. Et même il y a deux banques qui ont tombé en faillite. Voilà. Akhapeta, une banque en Amérique qui est possédée par des investisseurs de Bahreïn, elle a tombé en faillite, elle a rentré sous le chapitre 11 de la loi fédérale, donc sous la gestion du juge fédéral. Pourquoi elle a tombé en faillite? À cause de son investissement directement dans les fonds de titrisation, qui était la cause de la crise. Okay? Donc la cause, c'est investir directement dans une opération qui est illicite en droit musulman. Ouais. Puis, je voulais savoir en fait si le leasing était halal ou pas. Oui, il peut être halal comme il ne peut pas l'être. Cela dépend des contrats, des clauses du contrat. Ok. Oui. Je voulais savoir, le fait de travailler dans la finance classique, avoir un boulot dans la finance classique, est-ce que c'est autorisé En principe, non. Est-ce que je range? Oui. Si on
travaillent dans le côté quantitatif, on va dire, dans le côté, non pas directement produit, mais dans le côté mathématique. Le prophète, il a dit, oui, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit le prophète dans le hadith authentique? Il dit, Dieu a maudit celui qui prend le riba, celui qui le donne, celui qui conclut le contrat, celui qui témoigne sur le contrat. Tous ces gens-là, ils sont inclus et soumis à l'interdiction. Ok? Non. Quelles clauses qui sont halal et quelles qui sont haram par rapport au leasing? Ça dépend des contrats, il faut voir vraiment. Mais généralement... Non, par exemple, si on a un leasing à 0% et qu'on sait que les frais de dossier cachent en réalité les taux de TVA. Oui. Est-ce que ça, par exemple, c'est halal? Si on va faire une location longue durée avec une option d'achat à la fin, si on respecte quelques conditions, cela peut être autorisé. Okay? Il faut en fait voir le contrat et s'assurer des clauses pour ne pas avoir des clauses illicites. Okay? Je ne veux pas parler. Je vous conseille de lire la norme de la OFI sur le sujet, des contrats donc, du Ijara. Non. Oui, bah, en fait, comme j'ai mentionné, oui, ce sont les capitalistes sauvages de la finance islamique, c'est vrai. Les créations des monopoles, avoir des frais excessifs avant le marché, comme j'ai dit, mentionné, par exemple, il y a SCPI, ils prennent 12%, et le client qui va mettre son argent, il prend 5%. Vous voyez ça, c'est normal ça? Okay? Donc c'est la véritable pensée capitaliste qui est derrière cette idée-là. Donc, non, elle n'est pas la même. Dans la majorité des pays arabes, on va voir plusieurs banques islamiques, plusieurs sociétés financières, on va voir la diversité d'offres. Non, la murabaha, moi si je fais des statistiques, voilà, la banque islamique n'est pas en train de gagner comme une banque conventionnelle. Okay? Comme par exemple, je donne l'exemple que je connais très bien, le Liban. Voilà, la banque islamique va gagner 3% d'un financement islamique, tandis qu'une banque conventionnelle va gagner 7%. Non. Oui. Non. Car la durée, on ne peut pas la connaître. Mais il y a certains contrats de viager dans lesquels on va donner voilà, vente à viager, mais on va dire voilà, sur 20 années, on paye le prix. Ça, c'est autorisé. Mais si on ne connaît pas la durée, c'est interdit. Okay, pourquoi? Car l'ALIA, il est un élément essentiel dans le contrat. D'autres questions? Très bien, je vous remercie pour votre présence. Si vous avez d'autres questions, on peut les poser à l'extérieur. Et je peux recevoir toutes vos questions, même par mail, par Facebook. Merci pour votre présence.